Vous écoutez Europe 1, il est 13h. Europe 1, 13h. 13h, 14h. Céline Géraud. Bonjour à tous et bienvenue à bord. Europe 1, 13h, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Dans ce journal, après le meurtre de Philippine, l'émotion et l'indignation ne faiblissent pas. La peur aussi pour les étudiantes de l'Université de Paris-Dauphine, vous les entendrez. Le point complet sur ce drame dans quelques instants. Et pendant ce temps-là, le gouvernement planche sur le budget alors que les comptes publics dérapent méchamment. La fraude sociale à elle seule coûterait 13 milliards d'euros. L'actualité, c'est aussi le conflit qui se tend. Au Liban, l'ONU et la communauté internationale proposent une trêve. Enfin, 3 concerts événements. Mylène Farmer, éternelle et adulée par ses fans qui campent depuis plusieurs semaines, devant le Stade de France. Rendez-vous à la fin de ce journal. Bonjour Géraldine Amont. Bonjour Céline. La tendance météo pour l'après-midi. Eh bien, pluie et vent, c'est le programme de votre jeudi après-midi. 6 départements sont placés en vigilance orange pluie, inondation par Météo France. Il fera 16 à 21 degrés sur la moitié nord du pays, jusqu'à 29 degrés en Méditerranée. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal. Europe 1. 6 jours après le meurtre de Philippine, les dysfonctionnements de notre justice sont sous le feu des critiques. Et après une semaine sous tension entre le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, lui, a voulu calmer le jeu. Alexandre Chauveau, officiellement, il s'agissait d'une réunion de travail. Mais dans les faits, Michel Barnier cherche à affirmer son autorité. Oui, et à couper court aux premières dissensions qui apparaissent entre la place Beauvau et la place Vendôme. Alors Matignon évoque effectivement une simple réunion de travail pour plancher sur les dossiers communs aux deux ministres. Il n'empêche, Bruno Retailleau et Didier Migaud se sont vus en petit comité pour la première fois, en présence donc du Premier ministre, lequel rappelle que s'il est normal que des visions différentes s'affrontent, à la fin, c'est lui qui tranche. En faveur de qui? C'est toute la question. L'entourage de Michel Barnier renvoie pour cela au discours de politique générale que prononcera le locataire de la rue de Varennes mardi prochain à l'Assemblée. La réunion a en tout cas duré plus d'une heure. Bruno Retailleau a notamment insisté auprès de son collègue de la justice sur la nécessité, selon lui, de faire évoluer le cadre juridique actuel pour tenter, entre autres, de pallier les dysfonctionnements mis en lumière par le meurtre de Philippine. Ce qui est en jeu, c'est la cohérence et l'orientation politique du nouveau gouvernement de Michel Barnier qui suscite déjà de vives interrogations parmi les oppositions. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 et de son côté, Laurent Wauquiez, le patron des députés La Droite Républicaine, demande une mission flash au président de la Commission des lois pour faire toute la lumière sur les dysfonctionnements qui ont provoqué ce drame. En attendant, à l'Université Paris-Dauphine où Philippine étudiait, après la stupeur et la détresse, l'angoisse. Les étudiantes partent en cours, la peur au ventre et s'organisent désormais pour effectuer leur trajet. Le reportage d'Alexis de la Fléchère. Il y a clairement un sentiment d'insécurité et on ne se sent pas du tout libre de nos mouvements. L'affaire Philippine a marqué les esprits à Dauphine et provoqué chez de nombreuses étudiantes des craintes. Célia vient d'arriver en première année. Forcément, ça nous fait nous demander s'il n'y a pas d'autres gens finalement qui ont été condamnés et qui sont censés être expulsés, qui se baladent et qui pourraient potentiellement nous faire du mal. Et dès qu'on va de l'autre côté du bâtiment, on se dit tout peut arriver parce que si ça peut arriver aussi proche, ça peut arriver n'importe où. De l'angoisse qui amène certaines étudiantes comme Sixtine à s'équiper face à de potentielles agressions. Avec ce qui s'est passé, moi j'ai mon papa qui m'a appelé tout de suite et qui m'a dit je t'ai commandé des alarmes sonores de poche qui font un bruit assourdissant. J'ai une amie qui a toujours une bombe au poivre dans son sac. C'est devenu essentiel, on peut pas se balader. Moi je stresse de me balader, mais vraiment c'est un stress de me balader sans batterie sur mon téléphone. Il y a aussi des groupes qui se créent sur les réseaux sociaux et qui permettent aux jeunes d'organiser des trajets ensemble. Un seul mot d'ordre chez les étudiants, ne jamais rentrer chez soi, seul le soir. Le reportage d'Alexis de la Fléchère à l'Université Paris-Dauphine pour Europe 1. Alors le meurtrier présumé, lui, un Marocain de 22 ans, il est en Suisse actuellement dans l'attente de son extradition. Il était visé par une obligation de quitter le territoire, déjà condamné pour viol en 2021. Il avait alors 17 ans, condamné à 7 ans de prison, une peine divisée par 2 en raison de sa minorité. La réduction de peine interpelle, mais c'est une possibilité prévue par la loi, Guillaume Dominguez. Oui, un dispositif qui prévoyait à l'époque une remise de peine automatique. Peu importe le crime ou le délit commis, toute personne incarcérée générait des crédits de réduction de peine proportionnels au nombre d'années d'emprisonnement. Seule la mauvaise conduite en prison pouvait entraîner une suppression de ces crédits sur décision du juge d'application des peines. Pour maître Philippe Fontana, avocat au barreau de Paris, c'est dans ce cadre que la durée de détention de Taha Oualida a pu être écourtée. Il n'y avait pas de facteur quant à sa manière de se conduire en détention
qui puisse jouer sur l'automaticité de cette réduction de peine. Donc on peut supposer que le mis en cause dans le meurtre de Philippine se soit régulièrement tenu en prison pour bénéficier de cette réduction automatique. Depuis le 1er janvier 2023, la loi a changé. La réduction de peine n'est plus automatique. Elle est aujourd'hui soumise sur décision du juge d'application des peines à 2 conditions. Le détenu doit avoir une conduite irréprochable durant son incarcération et présenter au magistrat des preuves suffisantes de réinsertion. Guillaume Dominguez pour Europe 1 et les obsèques de Philippine auront lieu demain à 13h en la cathédrale Saint-Louis à Versailles. 13h05, allons en Isère maintenant avec la colère et l'exaspération des occupants d'une résidence d'Échirolles totalement gangrénée par le trafic de drogue. La mairie a donné 3 jours aux habitants pour quitter les lieux. Le reportage du correspondant Europe 1, Jean-Luc Boujon. – 13h, 14h, Europe 1, 13h. 13h09 sur Europe 1, la suite du journal avec vous, Céline Géraud. Et avec ce sujet qui va vous parler, près de 90 impacts de plomb constatés sur la façade d'un collège marseillais situé à proximité d'un point de deal. C'est arrivé plusieurs fois cette année, on en avait parlé. L'établissement, celui-là, était fermé depuis mardi. Les cours vont reprendre à 13h30. Mais la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, a néanmoins tenu à organiser en urgence une réunion, Louise Salé, sur la sécurisation des établissements scolaires. Oui, et cette réunion est toujours en cours. Anne Genetet s'entretient aussi avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, le président de la région PACA, le maire de Marseille. Une réunion a eu lieu aussi ce matin dans l'établissement. Le directeur académique a garanti le maintien des forces de sécurité aux abords du collège. Ce n'est pas nouveau qu'une école se retrouve au cœur d'un point de deal. C'était le cas il y a quelques mois à Nîmes et à Paris, porte de la Chapelle. Au printemps dernier, Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation, avait lancé un plan de sécurisation pour environ 150 à 200 établissements scolaires jugés à risque. Il s'agissait de, je cite, nettoyer les trottoirs grâce aux opérations Place Nette de démantèlement des trafics de drogue. Et une équipe mobile de sécurité nationale avait été créée avec une vingtaine d'agents prêts à se déployer en cas de crise. Les rectorats devaient également se doter d'une cellule de sécurité. Cela n'a pas empêché, en tout cas, ce collège de Marseille de se retrouver criblé de balles quelques semaines seulement après la rentrée scolaire. Louise Salé, spécialiste éducation à Europe 1. Il fait l'actualité aussi, c'est le budget de l'État. Rendez-vous le 9 octobre. Alors les pistes pour réduire le déficit, la baisse de la dépense publique, une hausse d'impôts ciblés, mais aussi la chasse à la fraude sociale. Car selon le Haut Conseil du financement de la protection sociale, eh bien les fraudes à la sécurité sociale s'élèveraient à 13 milliards d'euros par an, Aurélien Fleureau. Travail au noir, arnaque à la carte vitale ou aux fausses indemnités journalières. L'ampleur du phénomène est chiffrée pour la première fois par des experts mandatés par l'État. 13 milliards, c'est 6 fois plus que les fraudes actuellement détectées. Pour les 2 tiers, elles viennent d'entreprises ou de professionnels de santé. Un constat inédit qui devra rapidement amener des réponses pour Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA. On peut considérer qu'il y a de la fraude organisée par des structures qui sont quasiment mafieuses. Et puis vous avez la fraude non intentionnelle, vous avez aussi le travail dissimulé. Donc l'État ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Parce que cet argent
C'est l'argent qui nous coûte à tous et à toutes, nous assurés sociaux. 13 milliards d'euros, c'est quand même la réforme des retraites. Parmi les pistes proposées par ce rapport, renforcer la prévention parce que les contrôles sont très complexes à mettre en œuvre et ne permettent de récupérer qu'une toute petite partie de l'argent. Les précisions d'Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Elle est 13h12 à l'international maintenant. La situation est de plus en plus tendue au Proche-Orient. Israël menace de lancer une opération terrestre et ce, en dépit des appels de la communauté internationale et de l'ONU à un cessez-le-feu. Wilfried de Villers, vous êtes à Tel Aviv pour Europe 1. Alors que pensent les Israéliens de l'ouverture d'un nouveau front à la frontière nord du pays ? Eh bien, une possible intervention terrestre au Liban inquiète forcément ici après plus de 11 mois de guerre et le spectre du précédent conflit avec le Liban, c'était en 2006 et il est toujours dans tous les esprits. Mahor voit d'un très mauvais œil l'ouverture d'un nouveau front dans le nord. Je pense que c'est une mauvaise idée. Ça risque d'entraîner de nombreux morts, des blessés chez nos soldats. D'après moi, il faut faire tous les efforts possibles pour trouver une solution diplomatique au conflit avec le Hezbollah. C'est la seule solution. De l'inquiétude, je le disais, mais aussi pour certains, comme Larissa, une détermination à voir l'armée aller jusqu'au bout. Cette ancienne militaire veut en finir avec la menace que représente le Hezbollah. J'ai peur pour nos soldats, bien sûr. Mais je pense que la solution ne peut venir qu'avec une intervention terrestre au Liban. Sans cela, on ne pourra jamais faire suffisamment pression sur le Hezbollah et permettre le retour des habitants dans le nord d'Israël. C'est d'ailleurs le principal objectif affiché par Israël avec cette nouvelle opération au Liban, permettre le retour des quelques 70 000 personnes évacuées des localités du nord du pays dans les premières semaines du conflit. C'est dans ce contexte que l'État hébreu a rejeté tout à l'heure l'appel international à un cessez-le-feu de 21 jours et poursuit ses frappes aériennes pour la 4e journée consécutive. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Sur Europe 1, c'est le premier événement au Stade de France depuis la cérémonie de clôture des JO le 11 août. Vous l'avez compris, Mylène Farmer est en concert. Oui, 3 concerts dont le premier demain soir, de quoi réenchanter les milliers de fans de l'éternelle Madonna française, âgée de 63 ans quand même. Alors certains campent depuis des jours, voire des semaines aux abords du stade. Écoutez ce reportage de Geoffrey Branger. Devant les grilles, quelques dizaines de tentes. Pour être au premier rang, certains fans de Mylène Farmer sont prêts à arriver plusieurs semaines en avance, comme Nicolas qui assistera, comme beaucoup de personnes ici, aux 3 concerts. Ça fait plus d'un mois que je suis arrivé. J'ai posé mes vacances pour être ici au Stade de France, plutôt qu'être au soleil. Qu'est-ce qu'on ferait pas ? D'autant que depuis quelques jours, il pleut, mais pas de quoi refroidir Annie. On va croiser les doigts, on sera là même sous la pluie, et le cœur avec elle. Quand on voit Mylène arriver, on a tout oublié, les galères et tout. On a vraiment hâte. Audrey, elle, dort ici depuis plus d'une semaine avec le strict minimum. Notre demeure pour quelques jours. Nos 2 matelas et nos 2 sacs de couchage et puis voilà. Voilà, ça va, c'est pas mouillé. Normalement, on devrait être au sec. Tous sont très motivés et commencent déjà à échauffer leur corde vocale. Je cherche une âme qui pourra m'aider.